quand tu investis des actions en bourse, que tu achètes du L'Oréal, du Saint-Gobain ou du Apple, en fait, ce que tu fais, c'est que tu achètes des cash flows futurs. Tu investis sur les revenus futurs de la société. Et tu espères que les cash flows vont monter, donc que la valeur de la société va monter. On a appliqué le même principe. On s'est dit, si tu investis sur un talent auquel tu crois, si tu penses qu'il va être successful dans les années qui viennent, donc le fruit de son travail, de son talent, va lui faire gagner plus d'argent. Et donc si tu investis sur lui, ce sur quoi tu investis va monter, parce que lui-même va mieux réussir. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà pour ce nouvel épisode de La Martingale avec Christophe Vattier. Salut Christophe. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer. On s'est croisés virtuellement. T'étais dans la rue en visio la semaine dernière. Ça a coupé d'ailleurs. Lamentablement, tu me le disais à l'instant. Le problème de batterie sur les téléphones, un grand classique. Ah, il devient de plus en plus rare le problème de batterie quand même, mais ça arrive. T'es peut-être un utilisateur intensif de beaucoup, et puis pour moi c'est un grand classique encore, malheureusement. Écoute, il y a des histoires de mais c'est vrai que c'est chiant, hein, ces batteries. Tu sais que t'ajoutes, tu gardes dans la poche, là, t'as pas ça, non? Ouais, non, mais je les oublie partout. Donc dès que je commence à avoir ce genre d'objet, je le distribue. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, d'une nouvelle forme d'investissement qui me paraît assez exotique. D'ailleurs, je dois quand même le dire, elle l'est. Hein, je pense qu'on peut la qualifier encore d'exotique. Elle le sera peut-être de moins en moins grâce à vous. Bientôt plus. Mais qui est encore assez exotique. Je dois même te dire que ça m'a fait un peu peur quand j'ai commencé à regarder tout ça, parce que je me suis dit, voilà, c'est qui est-ce qui est derrière ça, comment ça se passe, etc. Alors évidemment, avec l'équipe, avec Laurent, on a creusé un peu tout ça, parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce fou furieux, cet allumé qui va me vendre du Riyad Mahrez qui est disponible donc sur la plateforme Royalties. T'es le fondateur de Royalties, je crois que je l'ai cité, je sais pas si je l'ai cité, mais voilà, royalties.com. Et puis on a creusé, et puis je t'ai posé 2-3 questions, et puis on a recreusé, et puis j'ai vu aussi que t'avais un parcours assez sérieux déjà, voilà. J'ai vu aussi que t'avais des associés assez sérieux d'ailleurs, il me semble, un ancien président de la LFP, c'est Didier Quillot que moi j'ai rencontré dans une autre vie, alors qu'il était chez Lagardère, après passer plusieurs fois chez Orange, France Télécom, etc. Tu as un autre associé, si je ne m'abuse, je cherche dans mes notes, qui est Kevin Crouvisier, c'est ça, un ex de jeuxvideo.fr. Donc bon, vous n'êtes pas complètement des newbies, vous avez des choses à perdre si vous faites n'importe quoi, donc vous n'êtes pas là pour faire n'importe quoi a priori. On va essayer. On va essayer. Voilà, pour placer les choses. Mais en fait, c'est important ce que je dis là, parce que ça a été une première réserve. Je t'avoue qu'à un moment, je me suis dit, voilà, je sais pas si je veux. Tu sais, je fais attention avec la martingale. En gros, mon positionnement, c'est dire, moi, je suis un newbie dans les finances perso. Alors, ça fait presque 100 épisodes, donc je suis moins newbie maintenant. Mais je suis un newbie dans les finances perso, et j'ai pas envie de me retrouver à inviter des gens qui seraient pas crédibles ou d'emmener mes auditeurs dans un truc qui serait pas cool. Mais d'ailleurs, je le redis, hein, ça peut arriver. Moi, je fais mon travail au max et au mieux, mais donc vous faites vos investissements à votre manière. Moi, je veux pas en être responsable, et tous les gens qui sont invités ici sont pas forcément les gens chez qui il faut investir. Chacun fait ça, tu vois, en son âme et conscience. Maintenant, une fois que tu vois, tu te dis ça avec une sorte de warning et que tu creuses et que tu invites quelqu'un, c'est au moins une bonne manière, une bonne entrée en matière, parce que dans un produit aussi exotique, tu peux très vite, et ça va revenir dans mes questions, finalement, tomber sur des gens pas sérieux, quoi. Alors, tu vas m'expliquer le produit après, mais je sais pas si t'es d'accord avec mon intro. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, plus c'est exotique, plus faut faire attention. Parce que, et encore pire, quand c'est à la mode, comme la blockchain, les NFT, les tokens, etc., parce qu'on est un peu dans ce domaine-là, plus de 90% des projets, plus de 90% des produits disponibles
sont des arnaques. Et là, tu vois, tu me dis, c'est là où en fait, vous avez allumé tous les voyants pour moi. C'est-à-dire que quand tu dis à la mode, toi, vous êtes à la mode sur tout, quoi. C'est-à-dire au croisement des réseaux sociaux, des gens hyper connus, des célébrités, des cryptos, des investissements sur donc en gros, hein, avec royalties, je peux investir sur des personnes. Si je schématise au max du max, c'est un peu ça. Sur pas n'importe qui, mais des créateurs de contenu, des célébrités, des sportifs, des gens comme ça. C'est ça? C'est exactement ça. Notre principe de base, et c'est pourquoi on a lancé la société, c'est de pouvoir investir sur des talents comme on investit dans des entreprises. En fait, quand tu investis des actions en bourse, que tu achètes du L'Oréal, du Saint-Gobain ou du Apple, en fait, ce que tu fais, c'est que tu achètes des cash flows futurs. Tu investis sur les revenus futurs de la société. Et tu espères que les cash flows vont monter, donc que la valeur de la société va monter. On a appliqué le même principe. On s'est dit, si tu investis sur un talent auquel tu crois, si tu penses qu'il va être successful dans les années qui viennent, donc le fruit de son travail, de son talent, va lui faire gagner plus d'argent. Et donc, si tu investis sur lui, ce sur quoi tu investis va monter, parce que lui-même va mieux réussir. Et donc, on a appliqué la même logique. C'est-à-dire que quand on achète... Donc, nous, la société s'appelle Royalties, et quand on investit sur un talent, on achète des ROI. On a été hyper créatif. Après les premières syllabes. Token, c'est ça. Alors, ça devient un token maintenant. Ouais. Jusqu'à présent, ça n'était pas un token. Ouais. Donc, on n'était pas en blockchain. On faisait quelque chose de très classique. Alors, juridiquement, c'est pas très classique. On a inventé plein de choses et on a travaillé avec un cabinet très connu de la place qui est Baker McKenzie, pour ne pas les citer. Donc, un des plus grands cabinets du monde. Et d'ailleurs, c'était un prérequis pour nous. C'est-à-dire que, comme on fait quelque chose de très innovant, effectivement, au bingo des buzzwords, je pense qu'on a à peu près gagné. On les coche. Même avec Baker McKenzie, tu vas jusqu'au bout, là, mais ouais, mais je déconne. C'est là où je me suis fait la remarque. Je me suis dit, c'est bien pour eux quand même. C'est la puissance de la marque, c'est que tu vois, on les cite ici et ça rassure encore, quoi, tout ça. Ouais, et c'est ça, vachement bien. Mais parce que ils ont des procédures. Quand ils te font une recommandation, ça a été visé et revisé. Enfin, quand ils font quelque chose avec toi, c'est que c'est très sérieux. Alors, c'est un peu plus long, c'est parfois un peu plus coûteux, mais pour des gens comme nous, c'est très important. Quand on fait des choses qui sont à la pointe de ce qui se fait, donc très très à la mode, c'est hyper important de rassurer, de montrer qu'on est crédible et légitime. Tout à fait. Parce que comme il y a beaucoup d'arnaques, on peut vite partir dans n'importe quoi. Donc nous, c'est les gens qui travaillent dans la boîte, nos partenaires, nos actionnaires, qui participent de notre crédibilité, de notre légitimité. Parce qu'on a fait attention à prendre que des gens très sérieux qui, eux, ne font pas n'importe quoi. Donc, si vous connaissez pas Christophe Vattier, si vous connaissez pas Kevin Crovisier, et que vous vous dites, est-ce qu'ils sont sérieux? On a pris plein de gens autour de nous qui, eux, sont beaucoup plus connus que nous, et ils ne seraient pas là si on faisait pas des choses très carrées. Voilà. Donc ça c'est un élément extrêmement important, et c'est vrai en général quand on est dans des domaines un petit peu à la pointe. À la pointe, ça attire à boire et à manger. Et donc du coup, il faut faire très attention. Donc nous, on passe beaucoup de temps. Notre premier poste de dépense, c'est le juridique dans la boîte. Donc ce qui est assez rare dans une boîte techno et sur ce genre de sujet, mais ça montre bien à quel point on veut construire dans le temps, et on veut construire des choses très sérieuses. Voilà, ça c'est important. C'est hyper important, et c'est vrai que, comme tu le disais en plus, quand tu n'étais pas avant sur de la blockchain, ce qui est difficile, parce que tu me compares ça à la bourse, donc évidemment c'est une unité de mesure, en tout cas par rapport à vous, puisque c'est l'autre endroit où on peut investir de l'argent sur des personnalités. Tout ça est hyper réglementé. Quand tu investis en bourse, je prends le cas de mettons Cosa Vostra, ma société qui n'est pas cotée en bourse, mais demain je la coterai en bourse. Je mettrai une partie de mes actions cotées en bourse si notamment c'est vraiment typiquement une partie des actions de Cosa Vostra qui seraient cotées en bourse. Et puis moi, mes actions pourraient se valoriser, donc je pourrais aussi gagner de l'argent grâce à mon travail, etc., etc. La difficulté qu'on voit vite, en fait, au début sur Royalties, c'est se dire, mais attends, à quel point et quel est le rapport quand demain tu auras, je sais pas moi, Lionel Messi, je te le souhaite, quand j'achèterai des actions de Léo Messi, ou alors peut-être le Léo Messi jeune, tu vois, de 20 ans, qu'est-ce qu'il gagne lui? Quelle est, tu vois, la réalité? Parce qu'en fait, il y a soit une approche qui serait du gaming, c'est dire en gros, on est tous, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais il n'y a pas de réalité.
Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Réalité économique. Donc en fait, moi j'ai tout mis sur le futur Léo Messi, mais en fait il se trouve que le futur Léo Messi s'est transformé en, je cherchais un nom de chèvre, je ne sais pas, en foot. Aide-moi. Non, faut peut-être pas. Non, pas de nom de chèvre. Tu peux pas, toi. Moi je peux, mais voilà. Donc c'est comment s'appelait cette star qui est pas devenue star de l'équipe de France des années jusqu'à Nice-Na, tu vois, ça te dit rien? Non, t'es pas assez calé. C'est ça, je vais dire des bêtises si je parle. Et du coup, bon bah tu vois, tu as des stars déchues, il y en a qui vont miser sur des gens qu'on n'attendait pas du tout, donc eux vont gagner beaucoup, d'autres vont perdre, et puis c'est un jeu de somme égale avec au milieu un prestataire qui prend sa commission et basta, tu vois, mais ça n'a aucune réalité économique. Moi j'avais peur que ce soit ça, c'est un peu ça, ça a été un peu ça, le but c'est pas être ça. Ça n'a jamais été ça, et c'est fondamental ce que tu dis, c'est très important, ça n'a jamais été ça. Pourquoi? Puisqu'on investit comme on investit sur des sociétés, on a appliqué la même logique. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On a fait ce qu'on appelle des contrats de revenus. Donc, on prend les revenus d'un talent et on les projette sur 10 ans. Alors, ça peut être des revenus de plein de types. Ça peut être, si je prends un joueur, ça peut être ses revenus publicitaires, ça peut être ses revenus sportifs. Tu fais son IPO? Quelque part. L'IPO, donc je fais la même mécanique financière. In public offering, c'est quoi le I? C'est initial public offering. Donc c'est l'introduction en bourse d'une personne. Donc en gros, c'est un peu ça. Nous, on pourrait faire une IPO, une initial personal offering. D'accord. Donc on applique le même principe. Donc on dit un talent, c'est une entité économique qui a une valeur. Donc je suis une jeune star du podcast Montante. Voilà, je vais faire ton DCF modèle. Ouais. Je vais faire ton DCF modèle. Je dis, voilà, tu as des types de revenus qui sont comme ça, tu as des revenus publicitaires, tu as des revenus de sponsoring, tu as des revenus parce que tu vends le podcast, donc tu as des revenus de content, etc., etc. Donc, je vais projeter sur 10 ans, on le fait sur 10 ans. Je vais projeter tes revenus sur 10 ans, je vais appliquer un DCF et je vais dire, voilà, pour moi, tu vaux 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu appelles un DCF? Un Discounted Cash Flow Model. C'est-à-dire que quand tu veux actualiser un flux futur, tu prends un taux d'actualisation et qui te permet de dire combien vaut 1 million dans 5 ans. Donc très bien, faisons mon cas, je vends 20% de Mathieu Stéphanie sur royalties. Et donc je vais d'abord dire, très bien, pour moi, dans les 10 prochaines années, tu vaux tes 10 années de revenus, ça vaut 10 millions d'euros. Ok. Et donc j'en ai mis 20%, c'est ça? Alors, on ne fait pas comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on te met sur la plateforme, on va vendre des ROI de toi, et on va te dire pendant 15 jours, voilà, vous pouvez en acheter, le ROI est à 2 euros. Bon, imaginons, on vend 1 million. Ça a tombé bien par rapport à à ce que tu disais. On vend 1 million de tokens à 2 euros. Donc, on vient de collecter 2 millions d'euros de gens qui ont investi sur toi. Et si tu en vends 5 millions à 2 euros, tu m'as vendu entièrement. Alors là, je pourrais pas parce que tu m'auras pas permis de te vendre à 100%. Okay. Mais là, tu m'as permis de te vendre à 20%. Okay. Donc, je lève 2 millions d'euros. Ça tombe bien. En 4 minutes en plus, parce que tu es tellement hot. Alors écoute, les premiers talents qu'on a cotés, on a commencé début juillet, et pourtant c'était des super talents dans le rap. On a mis un peu de temps, il a fallu presque 2 semaines pour les vendre. D'accord. En novembre, on a commencé à mettre des gens du foot, etc. Ça allait beaucoup plus vite. Là, les 2 derniers talents qu'on a cotés en tout début d'année, qui sont 2 joueurs de foot, l'un, on l'a vendu en 2 minutes, on l'a sold outé en 2 minutes, et l'autre en 48 secondes. D'accord. Donc ça s'accélère et ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais imaginons qu'en 15 secondes, on ait levé 2 millions d'euros. Tu serais notre meilleur score. Donc on lève 2 millions d'euros. Dans le cas du contrat de revenu, qu'est-ce qu'on fait? On te donne ces 2 millions d'euros. Avec une petite commission pour toi, quand même. 10% pour moi, parce que pas con. Tu comprends, faut quand même qu'on vive. Ouais. Je te donne ces 2 millions, ce 1,8 million, du coup, je te le donne. Et comme tu vaux 10 millions d'euros, donc les 2 millions d'euros, ça représente 20%. Ça tombe bien, c'est la limite de ce que tu nous avais donné à vendre. Et toi, en échange, pendant 10 ans, tu vas nous donner tous les ans 20% de tes revenus. Donc, si tes revenus explosent, ces 20% vont représenter de plus en plus d'argent. Donc, les dividendes que les ROI vont générer pour leurs possesseurs va augmenter. Et puis, la valeur du ROI va monter. Et comme on a un marché secondaire, le cours du ROI va monter. Et donc, je l'ai peut-être acheté 2 euros.
Peut-être qu'une semaine plus tard, ça vaudra 5 euros. Hmm. Tu vois, par exemple, on a coté une quarantaine de talents et là, on va en coter à peu près 200 cette année. Donc, on est en forte augmentation de nombre de talents qu'on cote. Et en plus, dans plein de secteurs différents. Et pour te donner un exemple, on a coté le meilleur joueur de rugby du monde, Antoine Dupont. Ok. Et on a de la chance, on l'a coté 4 jours avant qu'il soit élu meilleur joueur du monde. Il a été introduit à 2 euros. Très, très vite, il est monté à 7. Donc, les gens qui ont misé sur lui peuvent attendre leur dividende dans un an. Mais il y en a plein qui ont revendu assez vite parce que c'était une belle histoire pour eux. Et alors, lui qui a très vite été coté à 7, ou moi que tu n'as vendu que 2 millions pour 20% sur dividende, c'était un gros échec. Que 4 minutes. Si ça part trop vite, on peut pas se dire que tu as sous-coté, que tu as pris une cote pas assez forte? Peut-être. Après, quel est le bon prix? C'est difficile à dire. Et quel est ton prix? C'est ça aussi, parce que les revenus futurs, bon, en fait, alors il y en a qui en ont un peu, donc tu peux projeter un peu. Il y en a qui en ont moins. Il y en a qui. Mais moi, je peux te dire, mais non, mais je vaux 20 en fait, tu vois. Après, tu vois, il y a pas de vérité. Comment vous le calculez vous? Comment tu le calcules? Comme je te l'ai dit, on regarde tes revenus futurs, on les actualise et on dit c'est ça la valeur. Moi, je veux dire dans le futur, tu vois, par exemple, là, je te dis, aujourd'hui, je gagne ça, mais dans le futur, je vais gagner 5 fois ça. J'espère. Et si tu fais ça, ceux qui t'ont acheté aujourd'hui vont gagner beaucoup d'argent. C'est comme quand tu achètes une start-up où tu espères qu'elle va exploser et qu'elle va valoir 100 fois sa mise. Donc tu reverses des dividendes à toutes ces personnes, donc les 20% de ton revenu. Dans le cas d'espèce, c'est le talent qui reverse les dividendes puisqu'on lui a payé, on lui a donné l'argent qui a été élevé. En fait, on a 2 types de contrats. Et comment tu les vérifies derrière? Tu les audites, ces revenus? Parce que tu peux se faire des petits trucs on the side, tu vois, je sais pas. Alors, il y a deux choses. D'abord, on a un droit d'audit sur toutes les boîtes du talent, parce que ça permet de vérifier que les informations qu'ils nous donnent sont vraies. Donc, si on a une suspicion, on peut toujours aller auditer ces boîtes, parce que la plupart des talents sont organisés par structure. Donc, c'est directement avec les sociétés avec lesquelles on contractualise. Et puis, la deuxième chose, en fait, c'est la pression sociale. Un talent qui mentirait, qui cacherait un peu d'argent, il volerait tous ses fans. Il volerait tous les gens qui lui ont fait confiance. Donc du coup, il risquerait de tout perdre. Donc en fait, pour gagner un tout petit peu d'argent, il risquerait de perdre 100% de sa communauté. Les talents le font pas. C'est un peu les questions qui arrivent comme ça, c'est que je sais pas, tu prends Mike Tyson dans ses belles époques, tu vois, il aurait pas forcément, je prends ça comme ça, c'est lui qui m'est revenu parce que c'est lui qui a eu des gros problèmes d'argent toujours, mais il aurait pu ne pas forcément tout de suite s'en rendre compte immédiatement. Et pareil, si tu donnes trop fort, trop vite, imagine si tu me donnais, je te disais pas 20%, mais 80% de mes revenus sur l'équipe. On n'accepterait pas. T'accepterais jusqu'à combien? On n'est jamais monté au-delà de 10%. D'accord, parce dans que une première vente. Ma remarque étant que si j'accepte trop dès le début, à un moment, je suis limite plus motivé à bosser plus parce que j'ai déjà pris l'argent et donc je vais devoir reverser tellement de royalties ou de dividendes que finalement, j'ai plus intérêt à bosser. À quoi bon bosser, quoi. Autant profiter de mon cash que j'ai pris il y a 5 ans, quoi. C'est pour ça qu'on limite à 10% dans le cas du contrat de revenu. Et puis après, on a un deuxième type de contrat qu'on appelle le contrat de performance. En fait, le contrat de revenu est très très bien. Il a une seule difficulté, c'est qu'il est très sophistiqué et très compliqué à monter parce qu'on doit dealer avec toutes les boîtes du talent, etc., etc. Donc et ça, pardon, j'ai besoin juste de comprendre. Ça va prendre ses revenus, par exemple, si c'est un footballeur, donc son salaire, son sponsor 1, sponsor 2, tout, je sais pas ce qu'il a d'autre. Si jamais il investit dans une boîte. Non, parce qu'on détermine avec lui les lignes de revenus qu'on met dedans et celles qu'on ne met pas dedans. Okay. Moins il en met, moins sa valeur est forte. Okay. Donc là, c'est vraiment... mais en fait, on le fait de moins en moins, voire quasiment plus, puisque maintenant, on a une deuxième forme de contrat qu'on appelle les contrats de performance. En fait, c'est le même distinguo qu'une action et un ETF en bourse, pour ceux qui sont habitués avec un tracker. Ouais. En fait, là, on prend des datas publiques qui permettent d'émuler le revenu d'un talent. Je prends un exemple très simple. Je prends un chanteur. Il se trouve que le nombre de streams sur les plateformes d'écoute musicale, c'est un bon proxy de ce qu'il gagne globalement dans le domaine de la musique. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des algorithmes. On a pris des gens, Normalien, Ulm, qui nous font des algos un peu sophistiqués pour être capable d'émuler les revenus futurs d'un talent. Bon, c'est de la statistique. Et à partir de là, on va dire, je prends tel chanteur, et je vais vous dire, si tu achètes un ROI à 2 euros, et l'année prochaine, je te donnerai, mettons, 15 centimes de dividende s'il fait 5 millions de streams. S'il en fait 10, je te donne 30 centimes. S'il en fait 1, je te donne 3 centimes. Et donc, à partir d'un certain nombre de données publiques,
moi, et donc qui correspondent à sa performance, eh ben, je vais vous dire les dividendes que je vais être capable de donner en échange. Et donc, si le talent explose, bah, j'aurais peut-être mis 2 euros dans un ROI et je vais avoir 2 euros de dividendes. C'est possible. Il suffit qu'il explose. Après, maintenant, à l'inverse, si il change de métier ou qu'il s'effondre, bah, peut-être que je ne donnerai pas de dividendes. Ça va être variable en fonction de la performance du talent. Mais quel est l'objet même de ce qu'on fait? C'est j'investis sur sa réussite future. Ce qui est hyper compliqué, c'est que bon, je prends... alors, je vais pas prendre le stream, parce qu'à la limite, lui, là, les artistes sont peut-être moins de revenus. Encore, c'est pas complètement vrai ce que je vais dire, mais c'est juste plus simple peut-être à comprendre pour moi et pour tout le monde. Le nombre de buts, ou tu vois, pour un footballeur, c'est statistiques qui vont être, j'imagine, l'équivalent du nombre de streams, tu vois. Les victoires de son équipe, ses qualifications ou non en équipe de France, etc., etc. Bon, tu vas faire un calcul savant. Mais si, par exemple... cette personne est pas bankable parce que soit trop timide, soit trop hardcore dans un truc et qu'en fait aucune marque veut s'associer à lui, il gagnera pas forcément beaucoup plus. Mais toi, en face, en fonction de... Alors ça doit être pris en compte dans tes calculs. C'est pris en compte parce que tu prends l'exemple d'un footballeur, on va effectivement... ses revenus, en fait, pour les gros footballeurs, c'est 50-50. 50 sur le salaire, 50 sur les sponsors. 50 sur le sport, 50 sur l'image. En fait, et les plus gros footballeurs aujourd'hui, pour prendre comme exemple, aujourd'hui sont des influenceurs majeurs. Un Ronaldo, c'est le premier influenceur de la planète. Premier influenceur d'Instagram déjà. Hein, donc, 340 millions. Ouais. Et donc du coup, un Lionel Messi, il a plus de followers que la famille Kardashian. Donc ce sont à la fois des sportifs, mais ce sont aussi des gens qui ont un pouvoir d'influence et donc des revenus d'influence qui sont colossaux. Donc on tient compte des deux, parce que là pour le coup c'est tellement important dans les deux cas qu'on ne pourrait pas en laisser un de côté. Ça doit être hyper complexe parce qu'en effet, par exemple là on va parler de 50% de sportifs, 50% d'extra-sportifs. Donc je pensais évidemment à Léo Messi ou à un Ronaldo, ils sont vieux pour des footballeurs, ils sont plus jeunes que toi et moi, mais... ils sont vieux pour des footballeurs, donc en sportif, ils valent plus grand-chose. Enfin, ils baissent, en tout cas, ils valent évidemment encore un peu, hein, mais ils valent aussi beaucoup pour leur valeur extra-sportive, même pour le PSG, même pour Manchester United. Et donc, du coup, à un moment où ils vaudront 0 en valeur sportive, parce que ça arrivera, à moins qu'ils deviennent coach, mais même, bon, ça prendra un peu de temps, etc., ils auront toujours une valeur extra-sportive, en fait, c'est ça? Et oui, exactement. Et ça rentre dans nos calculs, parce qu'aujourd'hui, quand tu es un des plus grands influenceurs de la planète, tu peux continuer à gagner des dizaines de millions d'euros, voire plus, par an. Donc, du coup, c'est pas parce que eux arrêtent le sport qu'ils ne gagnent plus d'argent. Ce qui n'est pas le cas d'un sportif de fond de classement de Ligue 1. C'est pas la même. Donc là, il faut mieux prendre quelqu'un d'un peu plus jeune, parce que sur 10 ans, il faut d'abord compter sur ses revenus sportifs avant de prendre ses revenus d'influence. Bon alors, après, je vois que vous travaillez bien le fond de tout ça. Tiens, d'ailleurs, question, j'allais te demander si c'était réglementé et tout. Évidemment, il faut qu'on y vienne, mais vous avez des concurrents, peut-être un peu beaucoup, il y en a qui viendront. Juste avant que tu rentres là-dessus, un sportif ou un artiste, une fois qu'il a vendu 10% chez toi, il n'est pas exclusif chez toi, si? Si. Il peut pas faire ça sur une autre plateforme? Non. Ah, et donc il va y avoir une bataille un peu sanglante là-dessus. Toi, t'es exclusif worldwide ou exclusif Europe? Worldwide. Ok, donc Riyad Mahrez ne sera jamais dispo, enfin, ou dans le contrat. Côté ailleurs que chez Royalties. Dans les 10 prochaines années. Tout à fait. Ok. Parce qu'en effet, après, tu peux te dire, y en a qui vont aller se coter dans 10 plateformes différentes, puis ils vont avoir vendu 100% de leurs revenus. Ouais, ça va pas vraiment le faire. Hein. Non. Donc c'est pour éviter ça, et puis 2, on est encore sur un marché qui est très émergent. C'est-à-dire, c'est très nouveau de pouvoir investir sur des talents. Alors, ça commence à se faire. Et il y a déjà eu des... Alors, en fait, le premier qui a fait ça, c'est David Bowie, en 1997. Alors, c'était pas des actions, lui, c'était des obligations dont le rendement était lié à ses ventes de droits d'auteur. Donc, la différence, l'obligation, c'est un emprunt, quoi. Hein, c'est un emprunt. Mais le rendement était lié à sa performance. Et du coup, derrière, il y en a eu plein d'autres. Ça a très, très bien marché. Le problème, c'est que là est arrivé le piratage. On est au début des années 2000. Et là, les revenus musicaux sont effondrés. Donc, du coup, ce système-là s'est arrêté. Mais en fait, les premiers prémices, ils apparaissent là.
Donc ça fait déjà 20 ans que, je dirais, c'est en gestation et il y a des choses là-dessus. Ensuite, il y a eu des initiatives aux États-Unis, en Chine, en Angleterre, dans pas mal de pays, pour faire des choses de cette nature-là. Là où on est arrivé avec quelque chose de vraiment nouveau, c'est qu'on est les premiers à rendre un rendement en fonction de la performance. Aujourd'hui, par exemple, un assez gros dans le domaine qui est purement en crypto s'appelle BitClout, qui est une société américaine qui est basée à Dubaï. Eux, ils cotent, je crois, 15 000 personnes. Ils font la monnaie de 15 000 personnes. On peut acheter du Elon Musk. Sauf que Elon Musk, est sans doute pas au courant. 2, n'a signé aucun contrat. Et j'achète avec ce token, j'ai droit à rien. Donc, là, c'est du gaming, en fait. C'est une forme de gaming. Ouais, c'est quasiment comme un... Pour moi, c'est une Ponzi scheme parce que c'est vraiment, là, pour le coup, la pyramide seule chance... de Ponzi scheme, oui. Ouais, donc, exactement. Pardon. Et la seule chance de gagner de l'argent, c'est de trouver quelqu'un qui rachète plus cher quelque chose qui vaut rien. Si vous connaissez pas la pyramide de Ponzi, vous tapez ça sur Wikipédia, vous trouverez. C'est très efficace, ça marche très bien. Juste mais au jour où ça s'arrête. C'est totalement illégal. Donc, voilà, si c'est pas vous qui la mettez en place en pleine conscience de l'illégalité du truc, je vous recommande très clairement de les fuir. Exactement. Or, la blockchain et la crypto, il y en a quand même beaucoup en ce moment. Des chaînes de Ponzi. Et donc, du coup, donc il y a des choses qui existent. On peut investir sur des gens. Enfin, c'est pas très solide. Voilà. Parce que justement, il n'y a pas d'actifs sous-jacents derrière qui viennent garantir la valeur. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que j'ai envie de dire presque peu importe où vous alliez, je te souhaite d'aller très loin dans royalties. Tu touches du bois. En fait, à un moment, si tu arrives à signer suffisamment de contrats comme Riyad Mahrez, Presnel Kipembe, j'en vois quand même quelques-uns qui sont... Alors, j'ai des tas de questions sur les cotations, parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Mais à un moment, tu auras une valeur ne serait-ce que par ces contrats de 10 ans, si je comprends bien, puisqu'en fait, si tu as un concurrent qui veut racheter, je sais pas, la France ou les pays francophones sur lesquels tu es fort, il faudra qu'il te rachète parce que tu auras les bonnes personnes dessus. C'est ça, hein. C'est un des assets qu'on constitue sur le chemin, tout à fait. Donc, tu as une grosse course effrénée à la signature de contrats en ce moment, j'imagine. Alors, oui, mais alors, heureusement, il y a très peu de gens, du coup, qui font ça. Et donc, du coup, il y a encore... Autant la guerre sur les NFT est très intense en ce moment. Donc, les non-fungible tokens. Ça, c'est très, très intense. Et là, tous les talents sont harcelés par des dizaines de boîtes tous les jours pour faire leur NFT. Autant sur les côtés, il y a quasiment encore personne. Parce que justement, ce qu'on a fait est très ça a l'air très simple. Le principe est très simple. Au lieu d'acheter du L'Oréal, j'achète du Messi, et au lieu d'acheter une start-up, j'achète un très jeune joueur, par exemple. C'est ça le parallèle. Ouais, t'as des valeurs sûres et t'as des valeurs explosives, mais plus risquées. Donc là, on retrouve les mêmes logiques, hein. Et d'ailleurs, dans les investisseurs de Roy, il y en a qui cherchent des valeurs sûres. Donc, et il y en a qui cherchent plutôt le jeune joueur que personne n'a repéré, qui n'a pas l'air de valoir grand-chose, mais s'il devient Mbappé, ils font 1000 fois la mise. Donc on a les deux natures de talent. Mais comme on le fait en donnant vraiment un rendement, en permettant vraiment de bénéficier sérieusement et de manière solide de la performance du talent, en fait, quasiment personne sur la planète ne le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on code des gens, il n'y a rien de rattaché. Donc c'est effectivement, dans la plupart du temps, du jeu pur et il n'y a rien de solide. Alors on va expliquer, si tu veux bien, juste pour comprendre moi là-dessus, une fiche Riyad Mahrez. Et après je reviendrai sur justement la concurrence et en effet la compliance, quoi, parce qu'en effet il y a vraiment des sujets. Ici je le vois, alors bon, on reviendra là-dessus après, à 0,88 €, donc moins d'1 €, quand je vois Presnel Kipembe à 12 et quelques, tu vois. Bon, ce qui me semble bizarre, mais c'est peut-être une question de nombre d'actions dispo, ou je sais pas. Je sais pas si tu arrives à voir d'ici. Je vois donc valeur du talent 178 millions d'euros, circulation max 300K, et market cap 88K. Donc ça, c'est le nombre d'actions qu'il a mis en dispo. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà ces trois? En fait, on fait la même logique pour que les gens puissent comprendre. On fait la même logique que pour les actions. C'est-à-dire que il y a un nombre de ROI qui sont en vente. Donc ça, déjà, on indique combien de ROI maximum seront en vente. Ça permet aux gens de savoir le niveau de dilution. Ça, c'est les 300? Ça, c'est les 300 000. 300 000, ok. Ensuite, on donne la valeur approximative de ce que nous donne le DCF. Donc, on pense que dans le cas d'espèce, Riyad Mahrez, sur ces 10 prochaines années, il vaut l'équivalent de quasiment 180 millions d'euros. 178 millions. 178 millions. Très bien. Et donc, quand il va être coté, parce que là, il n'est pas encore coté, là, c'est une information avant sa cotation. Ouais. Et là, il va être coté le 1er février.
et si son token qui vaut, alors, parce qu'il va être coté 1 dollar, donc ça fait 0,88 €. Si son token monte, du coup, sa valo implicite va monter. S'il double, du coup, il vaut plus 178, mais quelque part comme 356 millions. Donc ça, c'est plutôt des indications pour que les gens puissent se repérer et puissent ensuite estimer s'ils trouvent que le cours est trop haut ou pas trop haut. Et alors, juste pour comprendre, là, tu as 300 K sur combien de parts au total ? 300 000 parts sur combien de parts au total ? Parce que... Ça sera la totalité des parts qui vont être mises en vente. Oui, mais 300 000. Et lui, ça représente combien de pourcentage de ces 178 millions ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Alors dans le cas d'espèce, là comme c'est un contrat de performance, un contrat de revenus, ça n'est pas un pourcentage de ses revenus. Okay. Là c'est vraiment, on va donner un dividende en fonction de sa performance sportive et économique. Ok, donc là tu vas faire 300 000 fois 1 dollar, donc 300 000 $ de revenus si tout se vend bien, c'est ça ? Tout se vend bien. Tu vas en prendre 20% et tu vas donner le reste à Riyad. Non, alors là quand on est dans un contrat de performance, là c'est différent. ETF sont des ETF. Ce sont des ETF. Donc là, on lui demande plus de revenus. Il n'a rien à nous donner. Okay. C'est nous qui allons payer les dividendes, les performances. Donc du coup, dans le cas d'espèce du joueur, on le paye pour faire de la communication, pour annoncer sa cotation et pour utiliser son nom. Le ROI de Riyad Mahrez, on va l'utiliser pendant 10 ans. Et donc là, du coup, en général, on leur donne des ROI d'eux-mêmes. Okay. Et donc, la plupart des joueurs, et plus les joueurs comprennent, et là plus on avance dans le temps, plus les joueurs comprennent, plus ils sont appétents à avoir des ROI, parce qu'en général ça monte, ça se passe très très bien, puis ils connaissent très bien leur performance propre. Et parfois, on leur donne aussi de l'argent, mais pour les payer comme une marque paierait un sponsoring. D'accord. Voilà. Donc lui, il va avoir, par exemple, je dis une connerie, mais sur ses 300 000 ROI, tu vas lui en donner 100 000. Et puis, il va se dire... soit je les vends à l'intro, soit je les vends quand ça vaudra le double, le triple, le quadruple. Et puis, il vend ses ROI en fonction de ses performances. Exactement. Ok. Et ses performances, à lui, là-dessus, elles sont aussi sur le social, du coup ? Ou c'est que des performances sportives ? Les deux. Okay. Systématiquement, les joueurs de foot, il y a les deux, parce que même un petit joueur de foot a très très vite beaucoup de followers sur Instagram. Donc, lui, sa performance, c'est le nombre de followers sur Instagram ? Ah non, c'est plus compliqué que ça. C'est nombre de followers, taux d'engagement, nombre de posts payants, valeur moyenne du post payant. Enfin, nous, on a beaucoup de data. Donc, on se nourrit de beaucoup de data pour essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus précis possible et le plus juste. Non, c'est pas juste, c'est pas 2-3 data, c'est beaucoup plus que ça. Mais par contre, on traite tous les joueurs de la même manière. On utilise le même algo avec les mêmes types de données pour comparer tous les joueurs. Et donc tout ça basé sur des ETF, donc on l'a pas réexpliqué, je l'ai expliqué quelques fois ici donc tu es sur des bouquets d'actions, on va dire, ou d'assets financiers qui n'ont rien à voir avec Riyad Mahrez. Alors là pour le coup c'est vraiment le tracker, en fait, le dividende, la performance qu'on paye, elle dépend de la performance sportive et économique, donc d'influence du joueur. Plus le joueur cartonne, plus on va payer de dividendes. Mais le sous-jacent que tu achètes, le produit en dessous, sa performance à lui. On prend pas d'autres produits. Là, pour le coup, tout est centré sur le talent et uniquement le talent, et on mélange avec rien d'autre. C'est important de le dire. Vraiment, là, on détermine sa performance par nos algos, et à partir de là, ça détermine ce qu'on paye chaque année. Donc, c'est là où il y a un vrai actif sous-jacent. Mais alors, je voudrais comprendre où tu gagnes sur cet ETF. Qui ça ? Toi ? Moi ? Ouais. Je prends des frais de transaction sur tous les achats et reventes. D'accord. Donc, du coup, plus il y a de transactions autour d'un joueur, plus il y a d'animation autour d'un joueur, moi, plus je gagne d'argent. Mais je suis un neutre. Qui sont de l'ordre de combien ? 5%. 5%, ok. Donc là, en fait, nous qui montent ou qui descendent, on est neutre. On n'est pas là pour orienter la cote. On est là pour la rendre possible. Vraiment, c'est vraiment ça l'objet. Ce qui est intéressant sur tout ça, c'est que quand ça marche bien, tu vas intégrer ta communauté à tes gain réel, quoi. Donc exactement. Si toi tu veux devenir un vrai parce qu'il y a beaucoup de, tu vois, j'entendais hier encore dans un super podcast de Tagger qui s'appelle The Edge, qu'on produit chez Cosa Vostra, mais ça appartient à Tagger. J'entendais Checo, je sais pas si tu suis un peu la Formule 1. Checo, c'est Sergio Pérez, c'est le coéquipier de Sébastien Vettel, et souvent d'ailleurs toutes ces personnes, tu vas leur dire, mais sur les réseaux sociaux, en fait c'est dur pour Orelsan, enfin toutes ces personnes, ils disent
tu vois, ça leur apporte en effet, ils savent que c'est du love, ils savent que c'est plein de choses, mais bon, voilà, quel est l'intérêt réel? Alors, ils vont vendre plus d'albums, faire venir des gens au concert, mais là, tu as une sorte de monétisation, de cotation qui est directe, quoi. C'est assez marrant. C'est direct, et puis surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à leurs fans? C'est si vous investissez sur moi et que je réussis, je vais vous en rendre une partie. Et donc, du coup, vous n'êtes pas des fans passifs. C'est un ambassadeur, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Vous devenez des ambassadeurs et vous avez un intérêt réel. C'est-à-dire que ma réussite est votre réussite. Donc, et ça, c'est un discours qui est vraiment très nouveau, mais qui est totalement dans l'air du temps. Il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais qui est vraiment important. Il y a plein de choses que j'ai pas dit, mais elles sont pas toutes importantes. Mais celle-là, elle me semble importante. C'est le pourquoi on a fait ça. En fait, il y a toute une série de facteurs qui ont joué sur... La première, c'est très égoïste, c'est très personnel. J'ai souvent été frustré, moi, de rencontrer des gens que je trouvais très talentueux dans des domaines très différents. Alors moi, plus dans le monde du business, parce que c'est plus mon monde habituel, mais de me dire, je sais pas ce qu'elle ou lui va faire, mais je sais qu'il va réussir dans ce qu'il va faire. J'y vais all-in, quoi. Ouais, non mais t'as des gens comme ça, ils dégagent des choses, tu te dis... ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent élever des chefs dans le Larzac, ils vont en faire une multinationale, mais ils pourraient faire la même chose en construisant des voitures ou en envoyant des fusées sur la Lune. Il y a des gens, en tout cas, que je ressens et j'étais toujours frustré de dire, je peux pas miser sur eux. Je peux pas investir sur eux. Je peux pas partager ce que je ressens. Je peux pas, dire, je vais investir sur ces gens à très fort potentiel. Mais si tu vas les voir, tu leur dis, laisse-moi te filer du pognon, je mise sur toi, ils vont te dire, il est chelou ce gars-là, mais... Oui. Hier, oui. Maintenant, si je les mets sur la plateforme, j'ai une manière simple, transparente et évidente de leur donner de l'argent et de contribuer à leur réussite comme eux ont contribué à la mienne. Et ça, c'était vraiment le point de base de ça. Après, il y en a encore deux autres parce qu'ils sont importants. Un, c'est l'air du temps. Vraiment, alors là, pour le coup, mais pas simplement côté buzz, côté c'est à la mode de faire ça. Si tu regardes aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui a moins de 35 ans, il fait pas confiance à aucune institution gouvernementale ou à aucune institution privée. Les boîtes, les jeunes, ils y croient plus. Alors qu'il fait confiance à Presnel Kipembe, quoi. Il fait confiance à d'autres personnes. Il fait confiance à d'autres humains. À Gims, quoi. Et ouais. Mais ça compte. Et voilà. Et parce qu'un humain, je peux le regarder dans les yeux. Une boîte, c'est compliqué. Et un ministère, c'est compliqué aussi. All-in sur Dua Lipa, quoi. Ça, c'est plus osé. Mais vraiment, et ça, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, c'est quoi ce qu'on propose à des jeunes pour investir? Tu vas acheter sur une SICAV monétaire qui te fait un rendement Euribor plus 2%, plus 2 points, parce que c'est pas 2%, c'est 2 points, ou 10 points. Ça fait rêver personne, objectivement. Déjà, personne n'a compris, mais ça, c'est encore autre chose. En plus, et en plus, ça fait pas rêver. Et même des grosses boîtes, et je n'en citerai aucune, il y a plein de boîtes, t'investis dedans, mais enfin, ça envoie pas du rêve. Voilà. Alors que investir sur Léo Messi, investir sur un jeune qui travaille dans l'environnement en me disant, je vais l'aider à s'accomplir, et en même temps, s'il réussit, je vais faire du fric avec lui. Ça, c'est autre chose. Cela dit, d'après ce que pour reprendre ce que tu dis, les boîtes qui n'envoient pas du rêve, elles sous-cotent potentiellement en ce moment. Ce qui est intéressant. Je veux dire, Tesla, Apple, par exemple, envoient du rêve. Et t'as plus envie d'investir dans Tesla que dans Renault, tu vois. On est bien d'accord. D'ailleurs, ce qui fait qu'elles ont une survaleur, alors que Renault a peut-être une sous-valeur. Alors, je saurais pas, je fais pas analyse financière dans l'automobile, mais à l'inverse, peut-être que certaines sont surcotées parce qu'elles envoient beaucoup de rêves, mais pas forcément une réalité économique correspondante. Alors que là, je peux investir, dans des gens auxquels je crois, dans des gens qui travaillent dans des domaines qui m'intéressent. Parce que ce qu'on va faire là, on commence par côté des gens connus. Mais à partir de septembre de cette année, on va commencer à côté des gens pas connus, mais qui travaillent dans des domaines comme l'environnement, comme la médecine, comme dans des domaines... Je peux coter ma belle-mère ou Alors, je connais pas ta belle-mère. Je crois beaucoup en ma belle-mère. Il faut qu'on lui parle d'abord. Mais après, on fera un formulaire, donc on verra si elle rentre dans les Sophie, je t'embrasse. Je sais que t'écoutes pas ça, mais... donc, voilà. Et je suis sûr qu'elle est formidable. Elle est formidable, a une valeur vraiment. Infinie. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre aussi d'aider des gens. Cotation de ma belle-mère. ça peut être une catégorie. Ouais. Mais il faut qu'ils soient d'accord, quand même, à chaque fois. Non, mais il faut qu'on passe des contrats avec tous les gens. Ouais. Personne n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. Et il faut effectivement qu'ils soient plus que d'accord. Il faut vraiment. Mais c'est hyper important, ça, parce que il y a un troisième point,
Alors c'est un rapport qu'on sort ad nauseum, et donc ça m'embête d'en parler, c'est un très bon rapport, mais il est trop cité à mon goût, mais c'est un rapport de l'UNESCO sur l'ascenseur social est-il cassé ? Et qui montre quoi ? Grosso modo, alors c'est sur tous les pays de l'OCDE, le pire c'est la France, sinon ça serait pas drôle. Je suis un enfant, je nais dans le dernier mes parents sont le dernier décile de revenus, donc ils sont pauvres, on va faire courte. Il faut 150 ans, 6 générations et demie, pour que mes descendants soient dans un décile moyen, c'est-à-dire 2000 balles par mois. Donc, grosso modo, aujourd'hui en France, jeune et pauvre, je suis foutu, à court terme. Tes enfants aussi, tes petits-enfants aussi. Or, des gens talentueux, intellectuellement, sportivement, de manière des artistes, etc., il en est partout. Et c'est dans tous les domaines. Sauf qu'aujourd'hui, si je n'ai dans une famille pauvre ou avec peu de revenus en France, j'aurais pas les réseaux, j'aurais pas accès aux écoles, j'aurais pas accès aux banques, je pourrais pas me financer. Et donc, je ne pourrais pas exprimer mon talent. Toi, tu dis qu'avec l'argent, tu vas pouvoir... Je résous pas tous les problèmes, mais avoir un peu d'argent pour enregistrer un master quand on veut faire de la musique, pour pouvoir aller faire des entraînements ou aller faire des tournois de compétition et payer le train et l'hôtel pour pouvoir aller jouer, etc., ça peut faire une énorme différence. Et quand tu dis des gens pas connus, c'est quand même des gens pas connus dans ces univers. Je peux pas. Est-ce que moi, si je suis en licence de je sais pas quoi et je dis je veux me faire un master 2 mais j'ai pas les moyens, je pourrais demander finalement sur royalties à être coté et donner une partie de mes revenus en tant que cadre supérieur plus tard. Pourquoi pas ? Déjà, pourquoi pas ? Et après, on va faire des catégories. Il va falloir qu'il y ait un projet. C'est comme quand une entreprise va se coter. Elle ne lève pas que de l'argent. Elle vient expliquer ce qu'elle va faire de cet argent et pourquoi c'est intelligent d'investir sur elle. Là, ça sera la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu convaincre les gens. Parce que si tu le pousses à l'extrême, tu peux te dire, en fait, je sais pas moi, un petit cousin ou cette personne qui naît dans ce dernier décile et qui cherche à me convaincre que il faut investir sur elle, par exemple, et parce qu'elle a encore moins de chance, elle est femme en plus, donc elle a encore moins de chance de sortir de tout ça, puisque c'est généralement le cas. Je sais pas si dans ce rapport c'est le cas, mais c'est généralement le cas. Le mec va s'enfoncer tout seul là, tu vois. Et eh bien, je me dis en fait, je vais lui payer, on va lui payer à 20, 30 ses études, mais on va prendre 10%, 15, 20% de son revenu potentiellement. Alors si elle explose, tant mieux. Alors ça, c'est un système américain qui existe, parce que aux États-Unis, les écoles coûtent très très cher, et donc même dans la loi, c'est prévu. Donc il y a un système où on peut financer les études de quelqu'un contre un pourcentage de son salaire pendant quelques temps. Nous, on n'est pas là-dedans. Déjà, la législation européenne ne permet pas de le faire, et on n'est pas dans cette logique-là. Nous, on n'est pas là pour financer des études, on est là pour financer quelqu'un, et tout ce qu'il est, et tout ce qu'il porte. Par exemple, ce qu'on va plutôt faire, nous, c'est demain, on va te proposer ce qu'on appelle une pépinière de talent. Ça serait une SICA avant bourse. Et c'est 100 profils, 100 jeunes de 18 à 20 ans qui travaillent dans l'environnement. Tu peux investir sur eux, leur donner de l'argent, les aider à développer leurs projets. Et puis, il y en a, statistiquement, 80% qui vont rien faire. Leurs projets vont planter parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont pas... Et il y en a 20 qui vont réussir et qui vont payer tous les autres. Et encore une fois, t'investis pas dans leur boîte, t'investis dans eux-mêmes, dans leurs revenus à eux. Parce que les boîtes, on sait déjà le faire. Les boîtes, donc on n'apporte rien. Nous, on dit, regarde, moi je connais plein d'entrepreneurs qui ont très très bien réussi. Et j'en ai qui sont actionnaires chez moi, etc. Et je sais qu'ils ont monté plusieurs boîtes. Ils n'ont pas toutes réussi. Ils en ont réussi certaines, ils en ont planté d'autres. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas une science exacte. Parce que si on était sûr de réussir à tous les coups, ça s'appellerait pas l'entrepreneuriat. Ça s'appellerait je sais pas quoi. Mais donc du coup, quand tu investis dans des boîtes, c'est une aventure sur un point particulier de la vie de quelqu'un. Quand tu investis dans cette personne, il peut monter 4 boîtes et on va coter des entrepreneurs. Parce qu'on va diversifier très fortement. On va coter des entrepreneurs, des chefs étoilés, des grands restaurateurs. On va coter peut-être demain des animateurs télé. Alors, etc., etc. Ce qui est chaud, c'est que je me mets dans de l'autre côté de la barrière. Une personne, je me mettrais à dire que je veux me financer en septembre, par exemple, chez toi. Ouais. Je reviens là-dessus. Alors déjà, je me finance moi. Hein. Encore une fois, c'est pas par projet. Je peux pas financer que la martingale et pas Génération Do It Yourself. C'est moi. Donc c'est mes revenus. Donc il y a cette cotation. Bon, déjà, tu vas avoir une guerre de. J'ai été coté combien et toi combien. T'as levé, tu cotes combien. Il va y avoir quand même une guerre entre tes potes et toi de vraiment un peu ta cotation. C'est rigolo, mais c'est marrant aussi d'être off market, mais c'est rigolo. J'avoue que c'est rigolo. Mais quand même, quoi. Et après, je vais avoir mes revenus publics, du coup.
Non, les revenus sont... Alors, ça, c'est encore pour les contrats de revenus. Oui, tu reviens sur ce premier contrat, autant pour moi. Là, sur les contrats de performance, on n'accède pas à tes revenus, on accède aux data publiques qui montrent ta performance. Donc, ton nombre de streams. Par exemple, quelqu'un qui travaille demain dans l'environnement, on va mesurer son succès, non pas à sa réussite économique, mais par exemple au CO2 évité. On pourra déterminer un certain nombre de critères qui vont faire qu'on va calculer son succès sur ça. Moi, j'ai presque que des intérêts à le faire, en fait. Alors, à part ce concours de quéquette là qui peut me dire un peu, mais finalement, il existe déjà sur les réseaux sociaux, nombre de followers, nombre de machins. Mais finalement, si je peux avoir, je sais pas moi, 300 000. Alors 300 000, c'est beaucoup, ça marche peut-être pour Riyad Mahrez, peut-être pas pour Mathieu Stéphanie, mais 20 000 personnes qui investissent sur ces choses-là, eux, ils vont tous s'arracher pour faire en sorte que la cotation monte, donc que t'aies plus, encore une fois, alors ça marche aussi sur des jeunes rappeurs, des jeunes artistes, talents, je sais pas quoi, etc. Mais en effet, ça veut dire que je vais vraiment onboarder du monde avec des intérêts alignés, quoi, c'est ça? Totalement, c'est exactement ça, et en plus... Moi, c'est marrant, au tout début, il y a un chanteur très très doué, que je trouve très bon, enfin, pour moi, un des meilleurs de la plateforme, qui m'a dit que quand il n'y en a pas beaucoup encore, donc on peut savoir à peu près qui. Je ne dirai pas plus, mais et qui est en plus brillant. Il y en a 10. VG Dream. Je ne donnerai pas de nom. Mais il est brillant et très doué et très talentueux. Manque de femmes, je te le dis, c'est aussi. On va en mettre beaucoup. D'accord. Okay. Tout à fait. C'est très juste, on manque de femmes. Et il me disait qu'il était très touché parce qu'il y avait des gens de sa famille, de son entourage professionnel qui avaient investi sur lui. Et ça l'avait touché, et je comprends, parce qu'il dit, non seulement ils me connaissent bien, mais en plus, ils croient en moi, et la preuve extrême, ultime, c'est qu'ils ont investi sur moi. Et ça, c'est vrai que c'est touchant. Je comprends cette logique de dire, il y a des gens qui croient suffisamment en mon talent, en ce que je fais, pour me donner de l'argent. Il y a peu d'investissements où la plateforme est bizarrement faite, mais je vois beaucoup de 0% ou de plus 10%, 0,0, etc. Ça veut dire qu'il y a peu de mouvement encore Alors, ça dépend des périodes. Là, le mois de janvier est un mois un peu particulier parce qu'on a peu mis de nouveaux talents. Ok. Puisque avec Riyad Mahrez, et c'est le premier talent qu'on met en blockchain, ouais. Là, on a voulu faire une période un peu où on ne fait que Riyad Mahrez. En temps normal, on cote entre 2 et 5 talents par semaine. Okay. Et là, il y a de l'activité tout le temps. Donc, en fait, la question que tu poses derrière, c'est la question de la liquidité. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien, une fois que j'ai acheté des ROI, mais est-ce que je peux les revendre? Parce que s'ils ont fait x5, mais qu'il n'y a personne pour les acheter, ce n'est pas très, très utile. Donc là, il y a deux dispositifs. Il y a un premier dispositif qu'on utilise, c'est que nous, on a une filiale qui fait de la liquidité, donc on fait, qui peut acheter et revendre, mais c'est de manière très transparente, hein, on voit qui achète, qui revend, qui peut créer de la liquidité, mais surtout, à partir du mois d'avril, tous nos talents vont passer en blockchain, vont être tokenisés, et vont être cotés sur des exchanges mondiaux. Les anciens aussi. Les anciens aussi, tout le monde. Et là, du coup, ça crée de facto une énorme liquidité. Tu connais la captable Total, tu l'as dit, combien d'argent investi totalement? Ouais, je peux pas le dire, mais je la connais, oui. Ça, okay. Je la suis, oui. Ok, et on n'est pas là pour donner des conseils, mais si moi je débarque avec 10 000 balles là-dessus, ça doit pouvoir sérieusement bouger déjà, non? Ou... Ah oui, il y a des talents. Le plus gros talent qui a bougé, il a fait plus 1000%. Ok. Donc il a bien pris. On attend record d'ailleurs. Et à l'inverse, comment viendraient des grosses gamelles s'il y en a eu, parce que tu fais quoi alors il peut arriver plein de choses dans la vie. Alors je le souhaite à personne, mais un joueur de foot qui se casse la jambe, c'est pas génial pour sa performance. Un chanteur qui a un accident de voiture. Un mort, il vaut 0 du jour au lendemain? Alors, un mort, il vaut pas 0. Il y a deux choses qu'on fait. La première, c'est qu'on met un minimum de rendement garanti, qui fait que même s'il s'arrête, alors sans mourir, chanteur, il décide de partir en vacances longues pendant 10 ans. Jean-Jacques Goldman. Voilà. Bon, là, on a un peu eu parce que il a pu faire de hits. Donc, il y a un minimum qu'on rend. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que là, on va sortir un produit d'assurance, c'est-à-dire que j'investis 100 € sur un talent. Si je paye 5 € de plus, je suis garanti sur son décès pendant les 10 ans.
Et donc, s'il meurt, mon capital est remboursé. Donc, du coup, on met en place un certain nombre de produits qui, en bourse, on dirait de l'arbitrage ou de la couverture. On fait plus de l'arbitrage que de la couverture. On se protège de certains aléas. Voilà. Ton ROI le plus cher, c'est Colin Dagba. Voilà. Joueur du PSG, je crois. Ouais. Devant David Neres. OK. Comment... Ouais, encore une fois, alors, revenons, pardon, je voulais dire comment on rentre, selon toi, sur royalties. Bon, on met pas tout sur une personne, hein, comme dans... En moyenne, un utilisateur de royalties investit sur 3 talents. Okay. Ça, déjà, c'est la moyenne qu'on constate. Je pense que c'est bien de diversifier. C'est un peu les mêmes conseils qu'on fait dans tout type d'investissement. C'est mettez pas 100% de tout sur un seul produit, c'est quand même dangereux. C'est bien de diversifier. C'est bien... Alors, il faut d'abord investir là où on pense où on connaît un peu. Par exemple, si on investit... Là, on va coter 6 jeunes joueurs de football dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, voilà, si vous êtes fan de football et que vous les connaissez et que vous vous dites celui-là, il a un super potentiel, faut plutôt mettre sur celui-là. Déjà, c'est mieux. Donc déjà, investissez là où vous connaissez, c'est toujours plus facile. Après, c'est l'occasion de se renseigner, c'est de découvrir. Et puis ensuite, vous allez pouvoir aussi diversifier votre investissement au-delà du talent lui-même. C'est-à-dire que, j'en profite pour annoncer qu'on va faire des NFT des talents. On a commencé avec Riyad Mahrez il y a 2 jours. Donc voilà. Mais on va lancer plein de NFT. Et là aussi, c'est une superbe possibilité. Donc là, ce seront des NFT. Écoutez l'épisode avec John Carp si vous voulez bien comprendre le concept. Que tu vas émettre, qui pourront être achetés, vendus ailleurs que chez toi. Sur OpenSea ou sur une royalty, c'est ça dessus. Exactement. Je vais donner un exemple. Alors nous, on ne fait pas des NFT prétexte. Parce que là encore, 90% des NFT... ça va, en cas de baisse du marché, ça va tendre très très vite vers 0. Et nous, on n'est pas là pour vendre des produits de merde, si je puis me permettre cette expression un peu vulgaire, mais pour vendre des produits qui ont une vraie valeur, un vrai sous-jacent. Je donne un exemple concret. On va bientôt coter des chefs de cuisine, donc des grands cuisiniers. Ok. Parce que ça, c'est des beaux talents, en plus mondialement connus, donc ils sont connus partout sur la planète pour les plus étoilés d'entre eux. Et on va lancer aussi ce qu'on appelle le NFT, la table du chef. Quand vous allez dans les grands restaurants, peu de gens le savent, mais vous avez souvent une table en cuisine. Oui. Et cette table, elle n'est pas accessible à la réservation quand on est un kidam et qui appelons pour réserver. Elle est accessible parce que vous connaissez le chef, parce que vous êtes introduit, et donc comme un privilège suprême, vous avez le droit de manger en cuisine au milieu des chefs, et d'ailleurs avec le chef qui vient prendre un plat avec vous, prendre un verre avec vous. Enfin, c'est l'expérience d'un 2-3 étoiles, mais encore avec quelque chose de plus. Et la plupart voire tous les chefs qui vont être cotés demain, ils sont d'accord pour qu'on émette un NFT, la table du chef. Et donc, je suis japonais, je suis américain, je suis de n'importe où, je connais pas ce grand chef. Et si j'achète ce NFT, non seulement je pourrais aller manger chez lui, mais je pourrais aller manger à la table du chef. Et ça, c'est une expérience unique. Écoute, on attend ça avec impatience, de voir les chefs arriver sur royalties. Fin février. Fin février. Là, j'ai l'impression que ça déroule vite. La compliance, donc je parlais de ça depuis tout à l'heure, parce que évidemment, la bourse et la plupart des personnes qui viennent ici ont une forme d'agrément. Donc, on parle d'AMF, Autorité des marchés financiers. Je leur dis d'ailleurs, ceux qui les connaissent un peu, moi j'aimerais inviter quelqu'un de l'AMF pour faire un épisode sur comment éviter les arnaques. Mais comment vous travaillez autour de ça, parce que... Nous, c'est un sujet extrêmement important parce que, nous, on est à la frontière de ce qui existe. Les textes de loi n'ont jamais prévu qu'on code des individus. En plus, on les code pas au sens action, puisque nous, on n'a pas un droit de propriété sur quelqu'un, ça n'existe pas. L'esclavage a été aboli il y a très très longtemps. Donc, du coup, on est sur quelque chose qui est pas un produit classique. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est que en début d'année 2021, avec Baker, on a envoyé tout un dossier à l'AMF. Donc nous, on est connu du régulateur. On a fait connaître notre projet en disant, on se tient à votre disposition pour discuter des modalités, des manières de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et c'est très important, la régulation. Souvent, les gens ont l'impression que quand on est une start-up, on veut pas de régulation. C'est faux. Nous, ce qu'on veut pas, c'est d'instabilité.
C'est-à-dire, c'est qu'on change la règle du jeu tous les matins, parce que là, par contre, on sait pas faire. Mais avoir une régulation, ça permet d'éviter tous les arnaqueurs et tous les. Donc, nous, on trouve ça très très bien, la régulation. Après, il faut qu'elle soit adaptée. Hein. Mais le principe de la régulation, on est complètement pour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on met en place nous-mêmes plein de mécanismes, sans qu'on nous l'ait demandé, de manière à rassurer tout le monde. On est en train de mettre en place un système fiduciaire où l'argent transite même pas par chez nous, mais soit directement déposé pour être protégé. Aujourd'hui, on travaille avec un provider de services de paiement pour nos wallets, qui est MangoPay pour ne pas le citer, et qui du coup est régulé et permet d'être sûr que l'argent il va pas n'importe où, etc., etc. Donc nous, on rentre complètement là-dedans. Maintenant, c'est pas facile pour le régulateur parce que il a des tonnes de choses très nouvelles qui arrivent tous les jours. Il y en a vraiment beaucoup, vraiment, qui sont pas toujours très très clairs et compliqués à gérer. Donc il doit, pour couvrir tout le monde, ça lui prend un peu de temps. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, nous, notre approche là-dessus, elle est très claire. C'est d'être en discussion, de montrer ce qu'on fait et d'expliquer ce qu'on fait. Et on sera ravis quand les choses seront clarifiées d'un point de vue régulatoire. Ok. Donc, je vois des investissements à partir de 0,88, enfin 2 euros, etc. Il y a un minimum quand même, parce que j'imagine que je dois mettre une CB. Toi, tu as des ah oui, alors il faut mettre une CB pour payer. Alimenter d'abord son wallet. Je mets d'abord de l'argent sur son wallet. Tu peux mettre de l'argent en virement ou pas? Ou tu fais que ça? Ouais, donc, virement, il y a 0%, zéro frais, non? Ah ouais, non. Enfin, les CB, frais, t'avais frais, non? Non, CB, c'est nous qui les payons. Ok. Donc, c'est nous qui payons les frais. Alors, sauf les frais, si on a des frais bancaires de son côté, mais sinon, en tout cas, tous les autres frais, c'est pour nous. Et ensuite, le montant minimum, c'est 10 euros. Ok. Donc, non, alors, c'est très important. Et nous, on fait ce qu'on appelle, et ce qu'on est très fiers d'appeler la finance populaire. C'est-à-dire que j'invite les auditeurs à regarder le site, juste à regarder le site. C'est très très simple. C'est fait pour des gens qui n'ont jamais été en bourse, jamais fait de paris sportifs, jamais fait de crypto de leur vie. C'est vraiment très très simple. T'as quand même un KYC, j'imagine, donc Know Your Customer, donc KYC, on va te demander une pièce d'identité, prendre une photo ou un truc comme ça, un selfie ou des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est MangoPay qui le fait. Ouais, okay. Dans le cadre du wallet, c'est lui qui opère toute la partie KYC. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant. Je vois qu'il y a même des white papers, un truc très à la mode dans les introductions de crypto, mais aussi les ICO. Donc sur chaque, là, Riyad Mahrez, je vois ce white paper qui est mis en place. Donc tu as tout le détail d'ailleurs de plein de choses dont on a parlé aujourd'hui, comment vont fonctionner, votre algo, etc., etc. Donc c'est très important d'être transparent parce que voilà, comme c'est des choses nouvelles, les gens peuvent être un peu suspicieux et comme il y a beaucoup d'arnaques, on les comprend. Donc nous, on fait attention d'essayer de partager. Alors on pourrait partager plus et on va s'améliorer avec le temps, mais on est dans cette logique de transparence, c'est extrêmement important, de montrer que voilà, on investit sur des choses solides et que c'est génial de pouvoir investir sur un talent, parce que il y a même une dimension émotionnelle que tu n'as pas dans les autres formes d'investissement. C'est-à-dire que nous, on le voit, un joueur de foot, quand il fait une super belle prestation, en général, sa cote a tendance à monter. Quand j'investis dans Veolia, je suis très ému et ça me touche profondément de savoir que... Alors, tu sais que tu es très rare. tu es vraiment... Tu n'es pas représentatif de l'ensemble de la population. Non. Après, il y a d'autres choses. Quand tu investis aussi dans des sociétés comme ça, il y a une notion d'utilité réelle, différente, moins émotionnelle, mais peut-être d'entertainment, je sais pas, de distribuer de l'eau ou de l'électricité, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, mais alors, est-ce que c'est pas mieux d'investir sur quelqu'un qui, concrètement, distribue de l'eau, de l'électricité? Je dis pas si c'est mieux ou pas mieux, je dis que c'est très bien également, tu vois, c'est ce que je veux dire. Exactement. Mais c'était pas possible jusqu'à maintenant. Il faut pas qu'une seule forme d'investissement, donc c'est très bien d'en avoir différentes formes, et qui correspondent à différentes personnalités et à différentes postures. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on ouvre une nouvelle possibilité qui, je crois, correspond aux attentes de l'époque. Très bien, écoutez... Et puis financer des gens qui sont pas finançables, financer les infinançables. Moi, je trouve que c'est une très belle mission et on est très très fiers de l'amener. Ouais, et puis les accompagner, moi je suis d'accord aussi, en effet, miser, alors tu peux perdre aussi, faut bien s'en rappeler, tous les investissements comportent des risques, mais sur des talents auxquels tu crois toi, en te disant, si t'en laisses l'opportunité en te disant, ouais... J'y vais là, c'est quand même vachement cool si tu y arrives, voilà. Et de pouvoir en plus du coup être un peu acteur de tout ça. Donc voilà, quand je coterai Mathieu Stéphanie, vous serez là. Et voilà. Christophe Vattier, on te suit où? VA2TIER, LinkedIn?
LinkedIn, sinon Twitter, sur le site. sur le site. Alors moi, je suis très peu réseau social. Mais il va falloir que tu changes parce que le jour où on va te Sociaux. coter sur royalties, il faut que tu gagnes des followers. Si tu veux. J'attends qu'il y ait d'abord des entrepreneurs connus, reconnus, et peut-être qu'un jour, en loose day, je me mettrai sur la plateforme. Donc LinkedIn plutôt quand même si on doit te suivre. Plutôt LinkedIn, ouais. On Plutôt peut t'écrire LinkedIn. ou on t'écrit via le site. Ah ouais, via le site, sur LinkedIn, il y a mon mail direct. Et puis, j'en profite pour ceux qui veulent essayer, c'est l'occasion de découvrir Royalties. Merci, j'ai demandé en amont un petit code promo. Exactement. Donc, si vous voulez découvrir, vous allez sur le site, vous ouvrez un wallet et vous aurez un moment, on vous demande 2-3 informations, nom, prénom, etc. au moment de l'ouverture du wallet. Et entre autres, il y aura le code VIP. Si vous mettez la martingale, on vous offrira des ROI. Donc, ça sera l'occasion de découvrir des talents. Et de les suivre et puis de voir ce que ça donne. La martingale tout attaché, alors je sais pas si c'est minuscule, vous verrez. On gérer les deux parce qu'on avait eu un problème je crois avec Brie parce qu'il fallait essayer, je sais pas mais ça marchait hein, mais la martingale tout attaché, il me semble que c'était majuscule mais vous verrez. Là on gérera les deux. On gérera tout. Ouais. Très bien, super, merci pour nous. Tu as toi Christophe une martingale à toi? Quel est ton petit péché mignon en investissement ou en petite chose que tu as aimé faire, que tu fais encore? Alors, moi, en investissement, je suis assez... Alors, j'ai pas le droit d'investir sur des talents. D'accord. Sinon, ça serait la première chose que je ferais. Mais bon, étant dans la boîte... Opérateur, ouais. Alors, on n'a aucune obligation aujourd'hui réglementaire, mais on s'applique une obligation qui devrait nous tomber un jour dessus et qu'on ne trouvera pas normal, pour le coup. Donc, je dirais quand on est dans la boîte, on n'a pas le droit d'investir soi-même. Mais sinon, très clairement, c'est par là que je commencerai. Et alors là, je peux pas donner parce que sinon je discriminerais un talent versus un autre, mais j'en ai 2-3 sur lesquels j'irai très fort. Et alors demain, j'investirai sur ce que j'aime bien, c'est comment on va diversifier de manière très très forte entre les animateurs télé, les chefs de cuisine, les pilotes de F1 ou toutes ces choses-là. Il y en aura pour tous les goûts et ça, c'est ça qui est très important. Donc ça serait ça mon kiff. Bon, je peux pas. Donc, voilà. Comme je n'ai pas ce kiff-là, moi j'en ai un autre, mais qui m'est très personnel, c'est que j'investis beaucoup dans les œuvres d'art et dans les œuvres d'art en particulier de la bande dessinée. Voilà. D'accord. Et je peux vous dire que s'il y a quelques années, vous aviez acheté du Moebius, du Hergé ou du Tardy, vous en seriez très très content. T'achètes quoi du coup pour un RG que je connais plus, des éditions originales? C'est quoi une première? Moi, je n'ai que des planches originales, que des originaux. Ça veut dire quoi des planches originales? C'est le dessin original? C'est le dessin original, ouais, tout à fait. Créé par RG, donc le dessin en lui-même, quoi. Voilà, la planche. La planche. Et ça, alors quand on met ça au mur, moi c'est ma Madeleine de Proust parce que ça me rappelle à chaque fois que je le regarde l'émotion que j'ai eue au moment de la lecture. Et donc je prends RG, il a dessiné Tintin. Non, fait. Ouais, oui, Tintin. Tintin, il fait image par image. Tu prends une grande image ou c'est une planche, c'est une page? C'est une page, la planche. C'est une page entière avec toutes les petites images. Et la plupart des dessinateurs font ça. Enfin, avec les textes écrits dessus quand même aussi ensuite ou pas? Ça dépend des dessinateurs. Dans le cas d'Espèce, oui. Les textes sont écrits dessus. Et ça a vraiment explosé. Hein. Ça vaut combien, je sais pas, une planche d'RG de Tintin? Selon la qualité de la planche, je dirais entre 250 et 1 million. 250 000 La vache. Ah oui. Ah mais c'est beau, c'est un pan d'histoire. Ouais, c'est un pan d'histoire. C'est un pan d'histoire, mais on prend du Moebius, du Tardy, du Bilal pour prendre des auteurs plus contemporains, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et ça s'achète où? Ça se vend où? Dans des ventes aux enchères? Il y a des ventes aux enchères, il y en a beaucoup maintenant, parce que ça c'est quand même... Et puis il y a aussi des galeries qui ont de très très beaux artistes. Vraiment, c'est un art, c'est le 9e art, parce que c'est très créatif, avec des gens qui tentent des choses incroyables. Et en plus, c'est rattaché à une œuvre littéraire. Donc, moi, je n'achète par contre que ce que j'aime. Et d'ailleurs, je conseillerais pour tout type d'investissement, n'achetez pas ce que vous n'aimez pas et n'achetez pas ce que vous ne comprenez pas. Parce que c'est la meilleure manière de vous faire avoir. Mais bon, moi, j'adore lire des BD. Je lis depuis que je suis enfant et puis l'enfant qui sommeille en moi est resté là. Donc, je continue à en lire plein. Et du coup, quand j'ai une émotion, j'ai envie d'avoir la planche. Et en plus, voilà, c'est en plus en termes d'investissement quelque chose qui s'est très bien valorisé ces dernières années.
Voilà. Une belle manière de finir cet épisode, clôturer, investir dans ce qu'on connaît et ce qui nous crée de l'émotion, puisque ça correspond un peu au sujet du jour. Donc, très bien, je te remercie 1000 fois. Merci de m'avoir accueilli, vraiment. Écoute, le code La Martingale, Christophe Vattier, donc on te suit partout sur LinkedIn, et puis on va tous se ruer, ou pas d'ailleurs, faites ce que vous voulez encore une fois. D'ailleurs, sur Royalty. Ruez-vous. Et voilà, je te remercie pour cet épisode très franc, transparent, plein de bonnes choses, et bien fait de me méfier, tu vois, de creuser comme ça, au moins à la fin on a un truc qui est très sérieux, c'est hyper intéressant, et voilà, je suis impatient de voir tu sais, j'aimerais bien en fait mettre là juste pour tester quelques tu vois, 100 balles, 50 balles, je sais pas, sur 2-3, juste pour voir ce que ça va donner. Les NFT sont live facile. Quand alors, on a commencé les premiers NFT il y a 3 jours. Ouais. Et là, on va déployer ça de manière beaucoup plus massive à partir de mars. Et là-dessus, je les détiendrai sur un wallet royalties que je pourrais transférer sur un wallet autre. Sur le NFT, là, il faut que tu ouvres un wallet. Tu peux tout faire depuis un royalties. Ouais. Tu peux acheter avec ton wallet, etc. Juste en euros. T'as pas besoin de crypto, de quoi que ce soit. Ça sera basé sur une crypto quand même, sur un Ether. Alors, un NFT, c'est sur une blockchain. Ouais. Et ce sera quelle blockchain ? Alors là, on a nos premiers Ethers, on les a fait sur Polygon, qui sont un layer 2 d'Ethereum. Ok, voilà. très bien. Mais du coup, la seule chose qu'il faudra faire, c'est quand même ouvrir un wallet NFT, parce que ça, nous, on fournit pas ça. Nous, on tokenise nos ROI, mais nous ne sommes pas une plateforme blockchain. C'est très important. Nous, on est la plateforme du fiat, de l'euro et du dollar. Okay. Vous venez avec vos monnaies et vous pouvez rentrer dans le web 3.0 grâce à nous. Chouette, royalties.com, voilà, code La Martingale, vous pourrez bientôt miser sur Mathieu Stéphanie. Ma belle-mère, ça m'étonnerait qu'on la cote, mais voilà. Mais Mathieu, j'en discute juste après l'émission. À plus, salut tout le monde, merci. Au revoir. Stop, ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.